peut y aller. Pas de présentation, non. Alors, juste pour présenter en quelques mots cet atelier, c'est la prolongation finalement de ce qu'on a entendu juste avant, aussi bien le discours de Carlos Moreno que de Kevin Carrillo. Le télétravail, ça fait des années qu'on en parle, des années. Pourtant, ça fait quelques mois qu'on en parle vraiment. D'abord, en décembre 2019, alors beaucoup l'ont déjà oublié dans le contexte actuel, mais en décembre 2019, on avait déjà un épisode de grève des transports qui avait fortement développé le télétravail, et où on avait déjà beaucoup évoqué les questions de télétravail et les questions aussi de lieu de télétravail. Et puis évidemment, en mars, le télétravail est venu sous les feux de l'actualité, comme ça n'avait jamais été le cas jusqu'à maintenant. Pour vous donner un petit ordre de contexte, il y a une enquête de la NDRH qui dit qu'aujourd'hui, 82% des DRH pensent que le télétravail va se développer et souhaitent le pérenniser dans les entreprises, que ce soit des entreprises publiques ou privées. Donc autant dire que les choses sont en plein changement, avec un contexte qui est quand même particulier, puisque dans les médias, on entend beaucoup de choses, à la fois du positif, mais aussi du négatif. C'est-à-dire que vous avez d'un côté des personnes qui disent c'est génial, on a pu assurer la continuité de l'activité, ça améliore la qualité de vie au travail, et puis en contrepartie, vous avez aussi des personnes qui disent que le télétravail, c'est de l'isolement, c'est une rupture de la communication et une rupture avec l'équipe. Donc l'objet de cet atelier, c'est justement de poser tous ces constats et de voir avec nos participants justement comment elles ont géré ces questions de crise. Est-ce qu'elles ont rencontré un certain nombre de ces risques, et peut-être la question aussi par rapport au risque du lieu, c'est-à-dire est-ce que du coup il faut envisager un télétravail uniquement à domicile, ou alors est-ce qu'il existe d'autres types de lieux qui peuvent être aussi possibles, et peut-être avec d'autres avantages que peut avoir le domicile. Donc on a 4 intervenants. Donc Catherine Trévé, qui est directrice régionale adjointe de Terre Occitanie, vous me coupez si je me trompe, qui interviendra donc sur son retour d'expérience à TER sur les questions de télétravail. Vincent Brunet, qui est directeur général de Scopelec, donc entreprise de, je crois, autour de 3800 personnes, c'est ça ? Un peu partout en France, et qui nous expliquera aussi comment ils ont vécu cette période un peu particulière. François Magne, qui est directeur régional d'Action Logement, qui nous expliquera un nouveau concept. Donc on va faire un peu de teasing, mais Carlos Moreno en a déjà un peu parlé, un concept de corpo working qui est un concept tout neuf qu'Action Logement a réfléchi sur ces derniers mois et que M. Magne nous présentera aujourd'hui. Et puis Michael Pinault, qui est administrateur mandaté au comité régional Action Logement, représentant de la CFDT, et qui nous donnera l'avis finalement un représentant du personnel et donc des salariés sur ces questions de télétravail et ces questions de lieu de télétravail. Alors, on va peut-être démarrer donc, avec Madame Trévé. Moi, j'aimerais savoir un peu comment, à TER Occitanie, vous avez vécu cette période-là. Est-ce que le télétravail faisait déjà partie de vos préoccupations auparavant ? Et qu'est-ce qu'a changé finalement la période de confinement sur ce mode d'organisation ? D'accord. Bonjour tout le monde. Donc oui, effectivement, moi je suis sur la branche, le côté TER de la SNCF. Donc TER, c'est les trains express régionaux qu'on fait circuler sur l'ensemble du territoire Occitanie. Pour vous raconter un peu l'expérience qu'on a vécue du télétravail versus le Covid, je vais être obligé de remonter un petit peu dans le passé pour que vous compreniez bien notre expérience et les enseignements qu'on en tire. En fait, je pars de la création de la région SNCF Occitanie, qui est de fin 2016, début 2017. C'est la fusion des ex-régions Languedoc-Roussillon et Midi-Pyrénées. Alors, lorsqu'on a fait la fusion de ces deux régions, on a créé une grosse région Occitanie, donc avec un gros collectif, mais qui était géographiquement très exposé. On est sur un territoire qui est vaste. On s'est dit, il faut qu'on invente une organisation et un management qui nous permettent d'incarner et de créer ce collectif Occitanie. On avait 4 objectifs dans la création et l'incarnation de ce collectif. C'était créer l'entité Occitanie et non plus l'entité Languedoc-Roussillon, l'entité Midi-Pyrénées. C'était avoir un collectif qui soit agile, parce que l'idée, c'était pas qu'ils passent leur journée dans des trains pour se déplacer d'un point A à un point B, pour faire des réunions ou traiter des problématiques. C'était d'aller chercher la performance, parce que notre objectif, c'était améliorer notre performance en Occitanie. Et puis, le 4e point qui était pour nous important, c'était de profiter de la création de cette entité Occitanie pour améliorer l'environnement de travail. Et donc, on s'est dit, début 2017, comment on pourrait travailler sur ces 4 objectifs. Et on s'est dit, on pourrait bosser sur l'aménagement de nos espaces de travail. Et c'est comme ça qu'en début 2018, on a engagé un projet innovant pour SNCF. On était pilote pour le groupe SNCF sur un projet qu'on a appelé Campus 3.0, un nouvel espace de travail réinventé
pour justement être plus agile, avoir un meilleur collectif, être plus performant et améliorer l'environnement de travail de nos collaborateurs. Donc ce projet Campus 3.0, on a engagé le mode projet début 2018. On a aménagé nos collaborateurs dans ces nouveaux espaces de travail début 2019. On a créé 2 plateaux projets, un à Montpellier, un à Toulouse, qui correspondaient aux 2 ex-directions régionales des 2 anciennes régions SNCF qui étaient Languedoc-Roussillon et Midi-Pyrénées, puisqu'une grosse partie de nos collaborateurs sont bilocalisés Montpellier-Toulouse, et c'est là qu'on avait les besoins. Donc ce plateau Campus 3.0 nous a amené à inventer des espaces de travail. Ce ne sont pas des simples flex office. On est parti du principe qu'un poste de travail était en moyenne utilisé 50% du temps. Et donc pour aller chercher la performance, on s'est dit qu'on pouvait rationaliser ce sujet-là. Et donc on a offert à nos collaborateurs un espace de travail où il n'y a plus de bureau individuel, mais où il y a en moyenne 8 postes de travail pour 10 collaborateurs. Ça nous permettait d'optimiser nos coûts. Donc 8 postes de travail pour 10 collaborateurs. Auparavant, c'était uniquement du bureau isolé, vous aviez du bureau partagé, vous avez de l'open space. On était beaucoup sur un fonctionnement très traditionnel, des agents individuels, des bureaux individuels, des portes fermées, des ordinateurs fixes avec la photo des enfants, le mug, la cafetière, très classique. Et donc il a fallu mettre en rupture vraiment l'environnement de travail de nos collaborateurs. Ça a été pas simple, beaucoup d'appréhension. Il a fallu travailler beaucoup l'accompagnement du changement, c'est essentiel. Mais on y est arrivé. En un an, travaux réalisés, on a basculé. Déjà, je tiens à vous dire que l'expérience, c'est une énorme réussite, puisque aujourd'hui, si on questionne ces collaborateurs qui ont intégré ces plateaux, ça fait 150 personnes à peu près. La majorité, voire tous, ne reviendraient pas en arrière. Si je leur proposais demain un bureau individuel, ils ne le reprendraient pas, puisqu'ils ont vraiment gagné en environnement de travail et ils ont aussi gagné en termes de collectif, connaissance de leurs collègues, proximité, décloisonnement des différents services. Donc ça a été une vraie réussite. Alors, pour réussir ces espaces de travail qui sont donc mutualisés et non plus individuels, il a fallu qu'on équipe chacun de nos personnels d'outils adaptés. Donc, toutes nos équipes ont un ordinateur portable, un téléphone portable, une clé VPN. Et donc, on les a tous aussi acculturés, formés à l'utilisation des nouveaux outils pour permettre de faire des Teams de façon très facile, enfin de travailler à distance, puisque comme la surface de notre région est grosse, beaucoup de nos réunions se passent maintenant à distance. Et donc finalement, quand le Covid est arrivé, ça faisait déjà plusieurs mois que les collaborateurs s'étaient habitués à faire du Teams, à travailler avec des PC mobiles, avec des téléphones, etc. Le dimanche, quand le président de la République a annoncé le confinement, on avait jusqu'au mardi pour se retourner. Heureusement qu'on avait fait cette expérience Campus 3.0, puisque nous, en quelques heures, on a pu dire à nos collaborateurs, prenez vos affaires et on va s'organiser pour que vous puissiez travailler de chez vous, puisque à la SNCF, on ne pouvait pas arrêter l'activité. On a réduit la voilure sur l'offre ferroviaire, mais il fallait maintenir un service public. Et donc tout notre challenge, c'était en quelques heures, réussir à nous replier tout en maintenant les trains que la région Occitanie souhaitait qu'on maintienne pendant cette période de confinement. Grâce au Campus 3.0, on a réussi à relever le défi. Sur 2500 personnes qu'on représente, on a à peu près 500 personnes qui étaient maintenues en mode de travail normal, parce que des conducteurs de train, des contrôleurs de train, les agents de maintenance du matériel, les centres opérationnels, là, on n'a pas le choix, il faut être en présentiel. Mais par contre, tous ceux qui n'étaient pas indispensables en présentiel pour faire circuler les trains ont été mis en télétravail. Donc ça, c'est l'expérience qu'on a pu avoir sur comment on a géré le confinement et la période Covid dans l'entreprise. Et ce télétravail, finalement, est devenu vraiment quelque chose maintenant d'assez classique dans nos habitudes. Les gens, ayant vu qu'ils arrivaient à assurer le service, voire même mieux, on a vraiment collectivement mis en place une dynamique pendant le Covid énorme pour justement assurer ce service public. Chacun des collaborateurs de TER Occitanie s'est senti vraiment en responsabilité pour offrir le service à nos voyageurs. Et ça a donc créé l'entité Occitanie, ça a donc créé l'agilité qu'on souhaitait, ça a donc permis aux gens de voir que le déplacement n'était pas indispensable et qu'on pouvait aussi faire des choses à distance et qu'on pouvait aussi faire du télétravail. Alors, nos collaborateurs ont aussi apprécié l'équilibre pro-perso qu'ils ont trouvé, puisque fini les temps de trajet, fini la galère des transports, ils ont pu gérer aussi leurs contraintes personnelles, tout en maintenant leurs obligations professionnelles. Et en sortie de confinement, on a mis en place un télétravail partiel.
Alors, ce que je ne vous ai pas dit, c'est qu'à la SNCF, on a un accord sur le télétravail qui est signé déjà depuis 2017, je crois. On l'a entendu ce matin, puisqu'il y avait une C'est ça. intervention à Donc, voilà. ce sujet. Donc, on a déjà un accord qui existait historiquement, mais on l'a vraiment étendu et mis en œuvre. En sortie de confinement, la règle qu'on a appliquée chez nous, compte tenu que ça marchait bien, pour tous les personnels qui pouvaient fonctionner en télétravail, c'était de dire 3 jours par semaine en télétravail, 2 jours par semaine en présentiel. Alors pourquoi ? C'est parce que le télétravail, ça marche très bien, mais on a quand même ce besoin de garder le contact, de garder le lien. Et nos collaborateurs avaient aussi le besoin de se revoir entre eux et justement de réintégrer ces plateaux campus qu'ils apprécient. Donc cet équilibre de 3 jours, 2 jours, eh bien, on le tient depuis le déconfinement, depuis le mois de juin, on est comme ça. On n'a pas détendu parce que finalement, Occitanie est toujours restée une région assez touchée par le virus. Et tant qu'on reste dans une région avec un virus qui circule activement, eh bien, on ne lèvera pas la mesure. La question qu'on se pose maintenant, c'est la suite. Qu'est-ce qu'on fait pour la suite ? La suite, c'est qu'on se dit que ce télétravail permettant un bon équilibre pro-perso, on va certainement garder un rythme de télétravail partiel, mais on ne veut pas s'arrêter uniquement sur du télétravail. On est en train de réfléchir à un nouveau projet, après le projet Campus 3.0, qui est vraiment du flex office. Eh bien, on travaille sur un projet qu'on appelle Maison TER. Le projet Maison TER, c'est de prendre quelques gares du territoire où il y a beaucoup de flux voyageurs. Et sur ces gares du territoire où il y a beaucoup de flux voyageurs, c'est faire en quelque sorte des petits campus dans ces gares stratégiques. Ces petits campus qui seraient à disposition de nos collaborateurs qui habitent à proximité de cette gare. Ces plateaux pourraient être utilisés par nos collaborateurs pour plusieurs raisons. Soit parce qu'eux souhaitent ne pas s'éloigner de leur domicile, mais n'ont pas envie d'être en télétravail. C'est-à-dire qu'ils ont quand même envie d'avoir un lien. Et à ce moment-là, ils peuvent faire, c'est plus du télétravail, ils ne sont pas à la maison, mais c'est quand même du travail à distance puisqu'ils sont dans des emprises de la SNCF, mais à proximité de leur domicile. Ça peut être appelé du télétravail, puisque le télétravail peut être un tiers-lieu aussi. Voilà, ce n'est pas uniquement un domicile. C'est dans un tiers-lieu, ouais, exactement. La deuxième raison qui pourrait nous amener à demander, nous, à nos collaborateurs, d'utiliser ces espaces, comme vous le disiez, fin 2019, il y avait un conflit, plan de transport perturbé, grève. Dans ce cas-là, on pourrait demander aux collaborateurs de rester en proximité de leur domicile dans ces flex qui sont dans des gares majeures. Alors pourquoi ? Parce que eux, ça leur évite la galère des transports, parce qu'ils sont après usagers comme n'importe qui, donc la galère des transports. Nous, ça nous évite de saturer les trains avec des collaborateurs SNCF, donc laissons la place aux voyageurs qui en ont besoin. Et d'un autre côté, on demanderait à nos collaborateurs, sur la pointe du matin, d'être en gare, gilets rouges, comme on peut les voir à la télé, c'est-à-dire des collaborateurs SNCF à proximité des voyageurs pour les orienter, les renseigner pendant la pointe du matin. Après, ils utilisent le plateau campus pour travailler et faire leur mission traditionnelle. Et le soir, à nouveau, en présence des voyageurs, pour à nouveau faire de la présence voyageur, de l'information, de l'orientation et repartir à leur domicile qui est juste à côté. Donc c'est un projet qu'on trouve assez gagnant-gagnant. Il y a un intérêt pour nos collaborateurs en qualité de vie. Il y a un intérêt pour nos voyageurs puisqu'on libère des places et on est présent pour les orienter. Et pour nous, en tant que dirigeants, eh bien, on a aussi un intérêt parce que ça nous permet aussi de continuer à rationaliser nos surfaces et donc à aller chercher de la performance économique. Quel est le planning de ce projet, du coup, dans quel délai vous prévoyez de le déployer ? Ce projet, en fait, on voudrait faire les premiers plateaux témoins sous un an, même si on n'est pas, parce qu'on est comme tout le monde, on a des restrictions budgétaires. Compte tenu de la crise, il faut aussi qu'on fasse attention à nos dépenses. Donc on voudrait faire des plateaux en essayant de maîtriser les dépenses. Donc ces premiers plateaux, on se dit que ce serait pas mal qu'ils soient opérationnels dans moins d'un an. Vous avez évoqué deux définitions finalement du télétravail, à la fois à domicile pendant la période de confinement et puis dans ces flex office. Pour vous, quelle est la différence entre ces deux formes de télétravail ? Est-ce que vous avez noté des points positifs particuliers, des risques spécifiques ? Comment vous avez envisagé cette situation ? J'ai un point important pour nous sur toutes ces transformations qui sont quand même des transformations importantes d'un point de vue humain. L'aspect humain, comment les gens peuvent vivre toutes ces évolutions, c'est super important. Le plateau campus, on s'était fait accompagner. Et là, actuellement, on se fait accompagner par un sociologue pour justement partager avec lui comment on ressent les choses et qu'il nous éclaire et qu'il nous sensibilise sur les choses à ne pas louper. Ce que ce sociologue nous dit, c'est que le télétravail, même si c'est apprécié des collaborateurs, ça ne doit pas être un 100%, parce qu'il est très important de garder le lien. Là où il nous conseille, c'est qu'il nous dit l'équilibre 2-3 jours, il est bon.
Il ne faut pas aller plus. Parce qu'après, il y a trop de ruptures. On perd trop le lien. Donc l'intérêt pour nous des plateaux campus, c'est qu'on a le lien. Les gens se retrouvent, les gens se reparlent, on prend un café, on se connaît, voilà. On recrée le lien et quand après on retourne en un télétravail maison, eh bien, voilà, il y a une dynamique qui s'instaure. Donc voilà, l'équilibre qu'on trouve, c'est sur les plateaux, ça permet de créer le lien, le management avec le manager, entre collègues, entre services, alors qu'effectivement, à la maison, on a un peu la distance des outils. Mais ceci dit, des bons outils comme maintenant on a, si les collaborateurs ont des bonnes connexions, on peut quand même être très efficace et nos collaborateurs ont un intérêt sur leur qualité et leur équilibre pro-perso. Donc voilà, télétravail à la maison, c'est l'équilibre pro-perso. Plateau campus, flex office, eh bien c'est tout en étant en télétravail, garder un lien social. Il ne faut pas oublier que chacun d'entre nous sommes différents et en fonction de notre situation personnelle, notre situation familiale, notre vie sociale à côté, eh bien, on peut plus ou moins bien vivre cet isolement. Il ne faudrait pas que le télétravail devienne un isolement, en fait. Est-ce que c'est quelque chose que vous avez perçu pendant le confinement, justement? Vous parliez de cette limite de 2 jours, 3 jours versus un temps complet, puisque finalement, vos salariés ont télétravaillé à temps complet pendant le confinement. Est-ce que ça a été un risque que vous avez perçu? Est-ce que c'est quelque chose c'est un risque qu'on a perçu. On a essayer d'identifier les personnes qui étaient à risque, c'est-à-dire qui étaient en situation d'isolement. On a demandé à chaque manager de faire une animation quotidienne. Donc quotidiennement, chaque manager a fait un point d'équipe, donc virtuel, mais le contact était là. Ça a permis de détecter les personnes en fragilité et de créer un lien un peu plus fort avec ces personnes-là. Et ces personnes-là, dès que le confinement a été levé, ont demandé à pouvoir revenir le plus possible. Comme le virus circule tout le temps, on ne peut pas leur permettre de revenir à temps plein parce qu'on a des règles sanitaires fortes et on veut respecter la distanciation. Mais sur ces personnes-là, on favorise le maximum pour eux le présentiel sur des espaces tiers, comme vous dites. On entend beaucoup dans les médias que pendant cette période, certaines personnes se sont dégoûtées du télétravail. Est-ce que c'est quelque chose que vous avez ressenti, vous, parmi vos salariés? Nous, on n'a pas eu de témoignage de... Non, on n'a pas eu ce phénomène-là. Non. Il y a effectivement des gens qui aimeraient pouvoir revenir davantage. Il y a des gens qui souhaiteraient ne jamais être en présentiel. C'est-à-dire qu'ils ont leur équilibre en télétravail 100%. Donc, nous, on n'accepte ni 0 ni 100%. On essaye vraiment de manager pour aujourd'hui faire du 3 jours. Et après, on adapte sur les cas particuliers, sur du plus que 3 jours ou moins de 3 jours. Il peut y avoir des situations individuelles différentes. Après, il y a aussi les personnes qui vivent avec des personnes sensibles. Voilà. Et le truc important, c'est la proximité entre le manager et son collaborateur et bien être attentif à comment le collaborateur le vit et quelle est sa situation personnelle. Et vraiment, notre sociologue qui nous accompagne nous ouvre les yeux sur ça et c'est une bonne chose parce qu'il faut vraiment faire attention. Le côté humain, il y a le côté humain et le côté digital qui sont essentiels dans cette démarche. Pour conclure, juste, quelles sont les projections en termes d'effectifs sur le mode d'organisation? Vous évoquiez 500 personnes en présentiel sur 2500, c'est ça, dans l'entreprise? En période de Covid, parce qu'on avait un plan de transport allégé. La suite, c'est quoi? C'est-à-dire quelle projection vous faites sur le télétravail? Combien pourrait exercer finalement en télétravail sur la suite les mois prochains? Dans les chiffres que je vous ai donnés, c'est qu'on a basculé en télétravail quasiment tout le monde. Ceux qui ne pouvaient pas, alors quasiment tout le monde en quelques heures. Ceux qui ne pouvaient pas, on les a équipés en quelques jours de matériel pour pouvoir se connecter à distance. Donc je dirais que maintenant, en termes de cible, on est probablement arrivé à la cible maximale. Par contre, au niveau des espaces tiers, aujourd'hui, nos plateaux ne peuvent accueillir que 150 collaborateurs. Avec les maisons TER, l'idée, c'est d'aller chercher beaucoup plus de personnes qui pourraient profiter d'un espace tiers pour pouvoir faire du télétravail sans être à domicile. C'est surtout ça notre enjeu. Merci beaucoup. Je vais passer maintenant la parole à M. Brunet, donc directeur de division à Scopelec. Donc Scopelec, c'est une société qui a été créée en 1973, spécialisée dans les réseaux de télécommunications, c'est ça? Oui, c'est ça. Bonjour à toutes et tous. Avec, on le disait, 3800 collaborateurs. Donc je crois que vous aviez un accord de télétravail qui était dans les tuyaux, on va dire, en début d'année 2020, avant le confinement, et qui finalement a été signé assez récemment. Est-ce que vous pouvez nous expliquer un peu comment vous avez vécu ce confinement et comment finalement ce confinement a pu impacter votre accord sur le télétravail? Donc, alors c'est vrai que notre accord était en cours de discussion, de négociation avec nos IRP, nos instances représentatives du personnel.
Mais le Covid a accéléré grandement cet accord, voilà, qu'on est en cours de signer. Et je voudrais simplement revenir sur Scopelec, parce que c'est important que tout le monde ait l'image de ce que c'est comme entreprise. C'est en effet une société qui aujourd'hui fait 4000 salariés, 450 millions d'euros de chiffre d'affaires. On est présent sur l'ensemble de la France. On a environ une centaine de sites. Sur ces 4000 salariés, on a 3500 techniciens qui sont en permanence dans les rues de France et qui font de la maintenance et du déploiement de nouveaux réseaux de télécommunications que vous connaissez avec la fibre, bien entendu, mais aussi la maintenance des anciens réseaux et aussi la 4G, la 3G, voilà, tout ce que vous connaissez aussi sur la partie hertzienne. Donc ces personnes-là, par leur métier, sont obligées, contraintes à être finalement tout le temps dehors et pas forcément en télétravail. Voilà. Et par contre, on a 500 personnes qui sont plutôt dans le back-office ou l'administratif, qui font bien sûr des fonctions régaliennes comme le RH, le juridique, la gestion et d'autres fonctions comme celle-ci, mais aussi de l'organisation du travail de ces techniciens. Voilà. Donc c'est ces personnes-là avec qui on a pu assez facilement basculer en télétravail lorsque le Covid est arrivé. Donc, et on l'a fait assez rapidement parce que l'ensemble de notre système d'information était déjà dans le cloud. Donc, ce qui nous a permis, nous, en 3 jours, de basculer toutes ces personnes administratives rapidement en télétravail. Ces personnes, c'est important parce qu'aujourd'hui, on a fait notre rétrospective et notre analyse finalement de pourquoi il nous semble, réussi la bascule. Et je vais y venir, pourquoi on dit réussi aussi lors de cette période-là. Mais déjà, la première chose, c'est d'avoir un SI dans le cloud le plus possible. Voilà, ça, c'est une donnée importante. Si on avait des serveurs complètement à demeure, ça aurait été plus compliqué. On aurait été obligé de garder certainement des équipes SI sur place. Ça aurait été les bascules et puis les connexions de l'ensemble des personnes à distance sur nos serveurs auraient été certainement plus compliquées. Et comme on est une entreprise quand même assez digitalisée, donc bon nombre de personnes, tout simplement, avec beaucoup de PC portables aussi. Voilà, ce qui a été aussi facile, pas pour tous, il a fallu adapter, mais voilà, ça c'est une première en tout cas raison de pourquoi ça s'est bien passé pour nous. Et puis la deuxième chose, c'est pourquoi on continue, pourquoi on veut accélérer maintenant l'utilisation du télétravail. C'est parce qu'on s'est aperçu que la productivité de nos techniciens, mais pas que, de ceux qui planifient aussi le travail pour ces techniciens, s'est améliorée pendant cette période Covid. Voilà, et donc ça c'est intéressant, on pourrait penser que le télétravail, finalement les gens en profitent un peu plus pour flâner, ou on va dire comme ça. Mais non, notre productivité s'est améliorée. Alors, est-ce que c'est l'effet de mode, on va dire, ou de passage qui fait que ça s'améliore, ou la nouveauté? Peut-être, on ne sait pas. En tout cas, dans notre accord, ce qu'on fait aujourd'hui, ce qu'on négocie, c'est un certain nombre de critères qui vont permettre, en tout cas, de s'assurer que cette productivité, au moins, se maintient, ou en tout cas, ne se dégrève pas de manière importante. Est-ce que c'est des questions que vous aviez évoquées, que vous avez observées à TER Occitanie, cette question de la productivité pendant le confinement ou pendant une situation de télétravail? Oui, nous, la productivité s'est aussi améliorée pendant le confinement, mais il faut dire qu'à la SNCF, on a la culture de la gestion de crise. C'est-à-dire qu'en gestion de crise, on a vraiment une mobilisation du collectif qui est toujours très forte, c'est notre culture. Et là, on s'est senti engagé sur un sujet de service public et tout le collectif s'est vraiment mobilisé. Donc la productivité, elle a été effectivement très forte pendant cette période de confinement. Après, objectivement, on ne pourrait pas travailler comme ça tout le temps. Il faut aussi garder l'équilibre après. Bien sûr. Et cet équilibre, justement, est important. Donc on a fait un retour d'expérience de cette période-là depuis. Et bien sûr, il y a eu des avantages et des inconvénients à cette période-là, que ce soit pour les collaborateurs ou l'entreprise. Si j'en cite que quelques-uns pour nous, mis à part ce qu'on entend habituellement dans toutes les conférences autour du télétravail, je vais essayer d'en ressortir quelques-uns qui peuvent vous aider, enfin qui peuvent vous être utiles et que ce ne soient pas des banalités. Mais par exemple, en point positif, en tout cas que les personnes ont ressenti, que le collaborateur ressentait, au-delà de l'équilibre, qualité vie perso, etc., c'est l'efficacité au travail. Voilà. Ils ont eu le sentiment de mieux travailler, mieux concentrer finalement sur leurs tâches et de mettre en production aussi, de pouvoir traiter beaucoup plus de dossiers. Vous parliez tout à l'heure du cloud. Est-ce que cette efficacité s'est appuyée aussi sur de nouveaux outils? On parle d'outils de communication, de réunion à distance, oui, bien sûr. Travail collaboratif. Ça a été l'adaptation qu'on était obligé de faire. On a été obligé d'ouvrir beaucoup plus de liens VPN, par exemple. On a été obligé d'installer à distance rapidement ce genre d'outils que vous connaissez tous, dont on a entendu assez parler partout. Voilà, donc ça, oui, on a fait ces adaptations-là, mais c'est allé finalement assez vite. Et aujourd'hui, les outils sont tellement bien faits, globalement pour tous, que la prise en main et le temps d'apprentissage sur ces outils-là est extrêmement rapide. En une matinée, à peu près tout le monde, enfin en tout cas chez nous, c'est à peu près s'en servir. Donc ce qui est important après, c'est d'avoir une bonne connectivité. D'où l'importance d'avoir Scopelec finalement qui déploie vos réseaux. Voilà. Petit message publicitaire en passant. Absolument.
Donc, bon, voilà. Donc le point positif, c'est ça. C'est des gens qui ont senti d'être beaucoup plus efficaces au travail. Voilà, au-delà de l'équilibre qualité de vie au travail qu'on connaît habituellement. Un peu moins stressé, parce que plus facile à gérer finalement sa vie perso et sa vie pro. Hein, on parle souvent de logistique, de transport, mais aussi avec les enfants, pour ceux qui en ont, etc. Donc, Là, vous parlez quand même hors confinement, vous parlez aussi pendant le confinement? Non, ça c'est le retour d'expérience qu'on a fait en effet pendant cette période de confinement et dans lequel on utilisait bien sûr beaucoup le télétravail. Et donc voilà, c'est ce qui ressort principalement. De manière positive aussi, nous pour l'entreprise, c'est ça nous a permis de faire des économies concrètement. Il y a pas mal de nos salariés qui ont des voitures de service ou des voitures de fonction, donc ça a été moins d'essence, tout simplement, moins de péage. Et puis ensuite, on a arrêté un certain nombre d'énergies, on va dire, sur nos sites, donc ce qui nous a permis aussi de faire pas mal d'économies. Donc voilà, ça c'est des points positifs très concrets. Et après, il y a eu bien sûr quelques points aussi négatifs. Donc négatif pour le collaborateur, ça a été souvent dit, mais nous on l'a vraiment vécu pour certains, c'est l'isolement. Ça c'est très clair. Il y en a qui ne supportaient plus de rester 3 semaines en télétravail. Ça, ils avaient besoin de retourner au travail, de par la nature de leur travail aussi, mais aussi tout simplement par leur nature personnelle, d'être en contact, c'est important. Et même en visioconférence, même si on en a multiplié, on a adapté nos rituels de management pour être beaucoup plus en contact, mais ça n'a pas suffi. Il faut que la chimie opère aussi. Voilà. Donc ils avaient besoin de retourner sur site et avoir de la socialisation importante. Donc ça, c'est le point négatif qui ressort, mais un peu près partout. Mais nous, on l'a vécu vraiment de plein fouet. Tout le monde n'était pas préparé à ça. Le management aussi n'était pas préparé à ça. Il y a des personnes qui arrivent à manager à distance, d'autres non. Voilà. Et à tel point que finalement, on s'est aperçu, je vais dire aussi une banalité, mais c'est important et on est en train de le discuter nous, dans notre accord, c'est le rapport de confiance qu'il faut avoir lorsqu'on met le télétravail en place. On s'est beaucoup posé de questions, c'est comment finalement on peut maîtriser, entre guillemets, théoriquement, la productivité de l'ensemble de nos personnes chez eux. Bon, on a beau le tourner dans tous les sens, en tout cas nous on n'y est pas arrivé. C'est un petit peu compliqué, savoir exactement ce qu'il fait à chaque minute. D'ailleurs, on ne le fait même pas au bureau, nous-mêmes. Donc, ça servait presque à rien. Donc, il y a un rapport de confiance encore plus fort qui doit s'instaurer. Et il faut que les managers puissent, en tout cas, intégrer ce rapport de confiance, puissent le manipuler au quotidien. C'est pour ça qu'on est en train de déployer un plan d'adaptation ou de formation de nos managers à ce télétravail, en tout cas au management par le télétravail. Voilà, ça c'est important. C'est un point négatif, mais en même temps positif, qui va nous permettre d'améliorer, en tout cas, nos capacités managériales. Vous n'avez pas évoqué la question de la confusion des temps de vie, c'est-à-dire temps professionnel, temps personnel en situation de télétravail. Est-ce que ça, c'est une difficulté que vous avez pu rencontrer? Non. Enfin, en tout cas, on n'a pas eu de retour là-dessus fort, marqué, plutôt positif, en disant que oui, c'était bien plus facile comme ça. Et c'est ce qui fait une des raisons pour laquelle nos salariés, nos collaborateurs ont poussé à ce qu'on ait un accord aussi. Voilà. Donc, mais on était très contents parce que, en plus, bon, je ne l'ai pas dit comme ça, mais Scopelec est une scope, est une coopérative. Donc, par essence, le collaborateur ou l'humain est quand même central dans notre management. Et donc, la qualité de vie au travail, pour nous, est quand même prépondérante depuis déjà 1973. Donc ça ne fera qu'améliorer. Mais en même temps, on n'est pas une entreprise très, très riche. Donc, on fait très attention à ce qu'on dépense. Et donc, c'est important de ne pas tout accepter. Il faut bien le mesurer. Et c'est pour ça qu'aussi notre accord met aussi un peu de temps à se négocier, parce qu'on ne veut pas faire n'importe quoi. Et surtout pour le futur, il y a des risques, nous, qu'on anticipe, qu'on essaie d'anticiper, il nous semble, qui peuvent apparaître et qui peuvent, à un moment donné, aller à l'encontre de ce qu'on veut faire avec ce télétravail. Je parlais du rapport de confiance. En effet, si des collaborateurs en télétravail utilisent mal, finalement, ce télétravail, le rapport de confiance qu'aura l'entreprise avec les collaborateurs va se casser. Et finalement, c'est ce qui va nuire à la mise en place de ce télétravail. Donc, il faut bien que le collaborateur soit prêt aussi à travailler ça. Donc, comment on le prépare, etc., comment on le manage, c'est très, très important. Il y aura la sécurité aussi. On anticipe le fait que la sécurité au logement de la personne, ou demain, j'espère, dans des espaces de coworking, etc., en tout cas, on espère que la réglementation ne va pas s'accentuer autour du télétravailleur. Parce qu'elle est déjà forte, il y a beaucoup de contraintes, on a déjà échangé dessus. Il y a beaucoup de contraintes lorsque vous êtes un travailleur et que vous mettez une personne en télétravail, quand vous êtes un employeur, et que voilà, vous avez un certain nombre de choses, vous connaissez aussi bien que moi certainement toutes les obligations. Mais enfin, on ne fait pas comme ça en claquant des doigts, il y a un certain nombre d'obligations à mettre en place qui peuvent nous coûter. Donc attention, est-ce que la réglementation demain va évoluer étant donné finalement la recrudescence du télétravail? Ça, il faut faire attention. Il y a des négociations qui sont en cours. On aura l'occasion d'en parler peut-être avec M. Pinault tout à l'heure. On fait attention aux impôts aussi. Voilà, on est en train de poser la question, on enquête beaucoup là-dessus. Nous, on fait beaucoup de veillées juridiques. Finalement, l'entreprise va utiliser les locaux de ses personnels pour faire son business.
Donc nous, on soupçonne, on fait attention à ça, qu'il est possible que demain, il y ait une modification de la fiscalité à cause de ça. Donc il ne faudrait pas avoir mis tout le monde en télétravail, et puis finalement, dans 2 ans, qu'on nous dise, finalement, comme vous utilisez des locaux qui ne sont pas les vôtres, mais donc il y aurait une augmentation de la fiscalité, etc. Peut-être. Donc il y a eu des idées comme ça qui ont été lancées dans l'Assemblée nationale, etc. Donc on fait très attention à ça. Donc pour l'instant, on y va modérément sur l'accord du temps de travail, sur l'accord de qualité du haut travail. Pour l'instant, on part 1 jour par semaine en télétravail, et seulement, il faut toujours qu'il y ait 20% des équipes dites administratives ou back-office qui soient présentes quand même sur site. Voilà. Donc on y va avec parcimonie, mais dans le but, enfin en attendant en tout cas, d'y voir un peu plus clair sur les risques rapides que j'ai évoqués. Il y a que d'autres risques aussi, mais je voulais mentionner cela parce qu'il nous semble que ce n'est pas souvent en tout cas évoqué dans les conférences. On évoque d'autres, mais ceux-là sont, à mon avis, importants. Alors, vous évoquez 1 jour par semaine. Il y a la question du lieu qui se pose. Je crois que vous avez des réflexions aussi sur le lieu de télétravail. Oui. Est-ce que vous pouvez nous expliquer un peu quel est l'état de ces réflexions ? Oui. Alors, l'idée est venue simplement comme ça. Alors, comme on est une coopérative, c'est pour ça que je l'ai précisé tout à l'heure, on s'est dit, une coopérative, le principe, c'est de mettre des moyens en commun ou de bénéficier de moyens en commun, mais avec d'autres entreprises, parce que je pourrais pas me les payer moi-même. C'est ça le principe d'une coopérative. Donc nous, on s'est dit, finalement, comme alors notre siège est à Revel, l'expérience a été la suivante, et on voyait pas mal de personnes finalement partir de Revel à Toulouse, et c'est une centaine de personnes à peu près, dites administratives, pas de chez nous uniquement, d'autres entreprises, qui partent de Revel et qui vont à Toulouse. Et puis nous, on s'est dit, on a quelques espaces, etc. Et comment on pourrait bénéficier ces espaces à ces entreprises-là, et étant donné qu'ils font du télétravail. Mais comme on voyait beaucoup la plainte de l'isolement se manifester chez nous, on se disait c'était un moyen pour tous. On pensait que toutes les entreprises avaient ce problème-là, d'isolement. Et de ne pas être isolé, c'est d'être finalement ensemble dans des lieux un peu locaux. Voilà. Après, il faut amener une animation et des moyens en commun. Je pense à des impressions, tout simplement, de l'imprimante, pour ceux qui en ont besoin, du réseau, du Wi-Fi, des choses comme ça, des sanitaires, tout ce qu'on veut. Puis de l'animation, peut-être qu'il y aura des conférences, des choses comme ça, des tables rondes pour faire un peu de benchmark entre toutes les entreprises, mieux se connaître. On peut peut-être détecter des opportunités, etc. Donc on s'est dit finalement, est-ce que Scopelec connaît une organisation ou pourrait le faire elle-même, de par cette coopérative, c'est-à-dire de commencer à initier des moyens qu'on se partagerait avec plusieurs entreprises qui permettraient de répondre à cette nouvelle organisation du travail avec le télétravail, mais en même temps en enlevant les contraintes, notamment d'isolement et puis de la sécurité que l'on doit aux salariés chez lui, etc., etc. Donc on pensait que les hubs ou les espaces de coworking, etc., sont une bonne solution. Voilà. Donc aujourd'hui, concrètement, on n'a encore rien lancé. On a répondu à un appel d'offres récemment de la région, et puis dans d'autres régions aussi. J'imagine que vous étiez aussi sur les appels d'offres, j'imagine, appel à manifestation d'intérêt, plutôt. Appel à manifestation d'intérêt. Et donc voilà, on en est là pour l'instant. D'accord. L'objet, c'est donc quoi ? C'est de créer en fait un tiers-lieu, entre guillemets, dans les locaux de Scopelec, mais qui soit aussi ouvert à des personnes, des salariés extérieurs à Scopelec, c'est ça ? Oui, ça peut être dans les locaux de Scopelec ou des locaux partagés avec une organisation juridique adéquate. Mais l'idée, en effet, c'est d'avoir un tiers-lieu. Mais un tiers-lieu, il y en a déjà beaucoup qui existent. Nous, c'est plutôt des tiers-lieux qui seraient en campagne, plutôt que dans les villes. Voilà. Parce que finalement, dans notre ADN, depuis toujours, ça a été notre mission de créer et de maintenir des emplois dans les milieux périurbains et ruraux. Voilà, c'est l'origine de Scopelec. Je passe l'historique, mais voilà. Donc, on renoue avec notre raison d'être. Et ce qu'on souhaite, justement, c'est de maintenir ces emplois dans ces lieux-là. Et on pense que ces tiers-lieux peuvent être un bon moyen. Après, les tiers-lieux ne doivent pas uniquement être un endroit où on loue finalement des bâtiments ou des bureaux pour un temps donné. Il faut qu'il y ait de la vie. Donc je pense que le concept et la réussite et la pérennité de ces lieux, c'est ce qu'on pense, il viendra que par la valeur ajoutée qu'ils dégagent envers tous ceux qui vont bénéficier de ces lieux-là. Si c'est uniquement un endroit où il y a un ordinateur, il y a déjà eu des cafés Internet, des choses comme ça, on a bien vu, ils sont tous écroulés, bref. Donc il y en a plein des tiers-lieux aussi où il y en a quelques-uns où finalement il ne se passe pas grand-chose, les gens y vont pendant un temps et puis après ils disent ouf, qu'est-ce que c'est ennuyant, ils repartent. Voilà, il y a beaucoup de choses. On a beaucoup d'expérience là-dessus. Donc, il y a toute une animation à avoir autour du tiers-lieu pour que ça soit utile le plus possible à toutes les entreprises.
Voilà. Après, juste pour information, je crois que d'ailleurs on a la personne dans la salle, mais Annie Facchetti vous dirait qu'il y a un réseau de tiers-lieux très développé en Occitanie où ils font aussi beaucoup de choses en termes d'animation. Voilà, enfin, ça serait, c'est une question complémentaire. Merci de votre intervention. Alors, ça introduit parfaitement l'intervention de monsieur François Magne. Donc, vous êtes directeur régional d'Action Logement. Donc, Action Logement, si vous pouvez peut-être présenter en 2 mots ce qu'est Action Logement avant de... Alors, c'est vrai qu'on peut s'étonner de trouver peut-être Action Logement dans ce débat-là, mais Action Logement est en fait un des acteurs centraux du logement social à destination des salariés en France, puisque Action Logement est issu de la réorganisation de ce qu'on appelait avant les comités interprofessionnels du logement, les CIL, et collecte une partie de masse salariale auprès des entreprises de plus de 50 salariés pour pouvoir financer justement ce qui était notre mission essentielle, c'est-à-dire le rapprochement domicile vers le travail. Et le point de départ pour nous de cette réflexion sur le télétravail, elle est née tout bêtement des ordonnances de septembre 2017 sur justement le télétravail qui oblige les entreprises à véritablement avoir cette réflexion-là, et notamment tous les grands groupes à intégrer cette dimension dans leur stratégie. Et nous nous sommes dit, en même temps, on essaie de travailler sur des dispositifs de revitalisation de centres-bourgs, de cœurs de ville, etc., au niveau rural, vous le disiez. Finalement, peut-être qu'il faudrait renverser le prisme et rapprocher finalement le travail du domicile. Ça permettait d'avoir quelque chose qui nous paraissait assez vertueux. On était plutôt concentré effectivement sur les zones tendues, les 2 métropoles d'Occitanie, Toulouse, Montpellier, et on vivait comme tout le monde l'heure de bouchon traditionnelle pour venir travailler, l'heure de bouchon traditionnelle pour en repartir. On s'est dit quand même rendre 2 heures de vie aux salariés quotidiennement, c'est pas neutre. Empêcher que le gaz d'échappement des voitures qui viennent et qui repartent pollue l'ensemble de notre territoire, c'est pas neutre. Recréer finalement une forme d'activité sur des territoires qui ont beaucoup souffert de la déprise industrielle, c'est pas neutre. Et finalement tout ça rentre dans les objectifs de la responsabilité sociale des entreprises. Alors Action Logement est gérée, et c'est une des particularités que nous avons aussi, elle est gérée par les partenaires sociaux. Donc on a à la fois les organisations patronales, mais également les organisations salariales qui sont là. Et en Occitanie, je dois le dire, le travail se fait dans une intelligence totale et avec une discussion et une ouverture d'esprit qui permet véritablement d'aborder l'ensemble des sujets, d'essayer de les creuser le plus possible. Ce qui fait que dès le départ, ce sujet-là a été pris à bras-le-corps. Et le Covid, en fait, nous l'avons vécu plutôt comme un accélérateur. C'est-à-dire que là où le responsable des ressources humaines se disait « oui, j'ai signé un accord, mais peut-être que, enfin, on ne sait pas trop par quel bout le prendre », vous l'avez à peu près tous dit, et on a vécu, nous, exactement de la même manière, puisqu'on avait nous-mêmes en interne un accord, puis on se disait un jour, peut-être. Et en 3 jours, tout le monde s'est retrouvé en télétravail, va comme je te pousse. Mais finalement, ça a plutôt bien fonctionné. Les équipes informatiques ont fait un boulot remarquable. On avait la chance d'être dans une région qui, au niveau des réseaux, justement, est pas trop mal équipée. Et puis, on constate aussi que la dématérialisation, quand même, d'un certain nombre de tâches existe. Et on est, nous, sur des tâches qui sont plutôt administratives. Donc, l'époque où on venait faire 25 photocopies du dossier de demande de logement, maintenant, on peut faire quelques scans et on gagne quand même beaucoup de temps. On préserve un peu la forêt et on avance. Donc ça a été vraiment le déclencheur chez nous de cette réflexion-là. Et on s'est dit, il existe des tiers-lieux, vous en avez parlé, et il existe qu'est-ce qui existe ? Il existe des lieux où effectivement, ils sont déjà tous très différents les uns des autres, pas forcément tous coordonnés, on n'a pas forcément le même service à l'intérieur, les capacités d'accueil sont parfois variables. Mais on sent une réelle appétence de l'ensemble des décideurs locaux sur ce sujet-là, tant et si bien que souvent, ils ont une salle disponible, on peut y brancher 3 ordi et on fait un tiers-lieu. Notre vision à nous a été un peu différente, elle était de dire, partons finalement du besoin des entreprises. Les entreprises, ce sont nos clients, on les côtoie au quotidien. Essayons de voir comment eux perçoivent cette dimension-là et cette problématique-là.
Donc, juste, oui. c'est peut-être une vision un peu plus restrictive que la vision, par exemple, de la région Occitanie, si je peux me permettre, qui est une vision de tiers-lieu de travail. C'est ça que vous... Tout à fait, c'est-à-dire que n'oublions jamais que nous sommes collecteurs de la participation des employeurs à l'effort de construction et que nos ressources, elles viennent des entreprises. Donc le service que l'on doit, on le doit aux entreprises. On n'a pas la prétention d'apporter un service universel. Toutefois, on est quand même présent sur l'ensemble du territoire régional et le but, et on travaille d'ailleurs avec la région puisqu'on a mis en place une convention commune cet été sur ces sujets-là à travers une vision de la relance qu'on pouvait avoir sur l'Occitanie. Les tiers-lieux en font largement partie et justement de pouvoir travailler sur ce que je vais vous évoquer après, c'est-à-dire une sorte de cahier normatif qui pourrait s'appliquer sur une forme de labellisation de tiers-lieux destinés au groupe, nous paraissait quelque chose d'important. Pourquoi ? Parce que nos interlocuteurs, qu'est-ce qu'ils nous ont dit et qu'est-ce qu'on vient de nous dire ? C'est très exactement ça. Aujourd'hui, un chef d'entreprise, il veut avoir un interlocuteur, il ne veut pas en avoir 50 sur le territoire. Il veut avoir une tarification qui soit à peu près la même et qui soit, si possible, attractive. On pourra en reparler. C'est vrai qu'aujourd'hui, avoir dans son bilan bloqué des locaux, c'est bien, mais enfin, il vaut peut-être mieux pouvoir libérer un peu de fonds pour faire de la recherche-développement et gagner le coup d'après. Donc, le fait d'avoir recours à des lieux pour travailler paraît être quelque chose de plus souple, adaptable et qui permet d'accompagner l'entreprise qui a une vraie stratégie, une vraie vision. Mais surtout, une fois qu'on a vu ça, il faut qu'au niveau des salariés, c'est aussi cette vision-là qui est importante, la qualité du service soit identique partout où on est. On ne peut pas avoir des salariés qui soient moins bien traités, entre guillemets, à un endroit qu'à un autre, ou que l'accès à des services ou autres soit différent. Je crois que la clé de tout ce qu'on a entendu, c'est l'animation de ces tiers-lieux. Un tiers-lieu, pour nous, doit être quelque chose qui vit, qui a une animation et qui permet à des gens de se rencontrer. Donc, à partir du moment où on a eu cette réflexion avec les entreprises qu'on poursuit, puisqu'on a encore à peu près 3-4 mois de travail pour élaborer, je dirais, le cahier définitif de ce qui pourrait être un cahier des charges ou une labellisation, on s'est dit qu'est-ce qu'il nous faut d'autre ? Il nous faut travailler sur l'environnement. On a fait appel à des ergonomes, des cabinets spécialisés qui travaillent aussi sur cet environnement-là. On ne peut pas imaginer un lieu qui soit déconnecté de ce qui l'entoure. Je crois que la clé de la réussite aussi passe par là. On peut aussi avoir une réflexion très approfondie sur la manière dont ça va fonctionner. 1 jour, 2 jours, 3 jours, 4 jours. Mais il faut que dans tous les cas, ce lieu soit économiquement viable. Vous l'avez rappelé tout à l'heure, un certain nombre de lieux ont existé, ils ont disparu parce que derrière, l'activité économique qu'ils généraient n'était pas suffisante. Et si vous avez une bonne animation, elle se paye. Donc il faut que derrière, il y ait une conception qui permette économiquement au système d'être viable. Et en apportant le volant de clientèle que peuvent représenter celui des grandes entreprises de la place, sur ces lieux, on peut arriver à un niveau économique qui soit approprié et équilibré, à charge pour le gestionnaire de ce tiers-lieu, quel qu'il soit. Et c'est là où aussi nous sommes très ouverts sur les collaborations. On n'est pas exclusif sur le dispositif, nous on est là pour faciliter les choses. L'important, c'est qu'ils puissent ensuite recruter effectivement dans l'environnement qu'il y a, des startups, des indépendants, des personnes qui viendront s'agglomérer et créer finalement la vraie vie de ces tiers-lieux. Mais notre réflexion est vraiment centrée sur ça et nous essayons en fait de coordonner les diverses réflexions qui naissent au sein du conseil régional, au sein des entreprises et autres, pour construire finalement cette espèce de cahier des charges modestes avec quelques moyens, puisqu'Action Logement a aussi encore quelques moyens, tant que l'État les lui laisse, c'est la possibilité de pouvoir financer aussi les investissements sur quelques tiers-lieux pour faire ce que j'appellerais des appartements témoins qui pourraient montrer qu'effectivement le concept est viable, qu'il existe, qu'il peut permettre de fonctionner, à charge ensuite pour lui d'essaimer et de fonctionner. Et je crois que si nous réussissons ces 3-4 appartements témoins autour de Toulouse, par exemple, pour les débuter, on aura véritablement rempli notre mission. Donc vous positionnez un investisseur, vous allez faire appel à des opérateurs de lieux, c'est ça ? C'est-à-dire, vous parlez d'animation. Qui va s'occuper en fait de cette animation du coup ? Très concrètement, nous avons été approchés par des bailleurs, y compris des bailleurs sociaux qui disposent de la capacité de construire. On s'interroge souvent, par exemple, quand on réhabilite en centre-ville, sur le devenir du pied d'immeuble
vous avez des solutions toutes trouvées pour trouver effectivement une animation en pied d'immeuble. C'est peut-être de mettre un lieu de corpo-working avec des logements au-dessus. Ça nous paraît assez cohérent, assez complémentaire et, pour tout dire, plutôt efficace. De la même manière, on a des gestionnaires de tiers-lieux, vous en connaissez, il en existe une liste longue comme mon bras. Donc de ce point de vue-là, je n'ai pas d'inquiétude sur le fait de trouver des partenaires pour gérer ces lieux. Ce qu'on veut simplement, c'est pouvoir apporter le système qui sécurisera l'entreprise par rapport au service rendu et lui permettra d'avoir justement cette vision de service uniformément rendu sur le territoire, où que je sois, avec un interlocuteur unique et une tarification qui soit connue d'avance. C'est quelque chose qui est assez simple finalement à énoncer, un peu plus complexe à mettre en œuvre compte tenu des différents interlocuteurs, mais pour lesquels je pense qu'on peut créer un effet d'entraînement et après le système lui-même de toute façon pourvoira à l'équipement si ça fonctionne. J'ai aucun doute sur le sujet et nous accompagnerons effectivement ces premiers projets. C'est notre Vous parliez d'entreprise, du coup c'est quel type d'entreprise? Est-ce qu'on peut en citer quelques-unes qui travaillent avec vous sur ce projet? Est-ce que... Alors écoutez, c'est simple, à Action Logement, nous travaillons avec l'ensemble des entreprises. Aujourd'hui, ne cotisent que les entreprises qui ont 50 salariés jusqu'à beaucoup plus. Notre première adhérence sur l'Occitanie, c'est le groupe Airbus. Et nous descendons jusqu'à des entreprises qui ensuite, de 10 à 50 salariés, ont quand même un certain nombre de services que nous leur offrons. Donc vous voyez, nous touchons toute la gamme des entreprises et justement notre volonté est bien d'essayer de toucher toute cette gamme. J'ai entendu dans la présentation qui était faite une des questions qui était posée par exemple sur les centres de production. Une entreprise industrielle, finalement le télétravail, on ne monte pas un Airbus effectivement de chez soi. Sauf que chez Airbus, quand on les interroge, 30% du personnel est éligible au télétravail. 30% du personnel, vous leur tirez des rocades toulousaines le matin ou le soir, vous verrez que ça aura un impact sur la circulation et la vie à Toulouse qui sera assez considérable. Alors il ne s'agit pas de ça, puisque comme on en parle, on parle 1 jour, 2 jours, 3 jours par semaine. Donc notre travail aussi, c'est d'avoir une espèce de logiciel qui nous permette de voir territoire par territoire où se situe le niveau des besoins en termes de potentialité de télétravailleurs, pour voir si effectivement l'implantation d'un tiers-lieu à tel ou tel endroit se justifie et est économiquement viable. Parce que notre leitmotiv aussi, c'est de pouvoir créer des systèmes qui fonctionnent sans avoir besoin d'aide publique ou de subventions. Je crois que ce se conçoit aisément et se finance clairement a une durabilité beaucoup plus grande. Et on le voit avec les périodes que nous vivons aujourd'hui, où effectivement les besoins en fonds publics sont quand même assez énormes. On essaie de les concentrer là où c'est vraiment nécessaire. Donc vous parlez de tiers-lieux de travail qui partent des besoins. C'est peut-être ça qui fait un peu la spécificité du modèle, c'est-à-dire partir des entreprises, alors que jusqu'à maintenant, on construisait l'offre et on attendait la demande. Tout à fait. Là, on part de la demande pour construire l'offre. C'est quelque part un peu votre schéma. C'est totalement notre schéma, puisque c'est aussi notre ADN. Nous sommes toujours à l'écoute des besoins des entreprises. Quelque part, c'est un peu normal. Ce sont nos clients premiers, ce sont eux qui nous versent leur participation. Le but, c'est de leur rendre ce service sur les territoires, justement, en leur apportant, partout où ça est possible, une solution pour loger leurs salariés, mais également peut-être pour accompagner leurs salariés dans une mutation qu'on pense, nous, profonde du travail. On partage à peu près les analyses qui ont été faites. Je crois qu'effectivement, la manière de travailler à 5, 10, 15 ans n'aura plus grand-chose à voir avec celle qu'on connaissait par le passé. Donc c'est aussi notre rôle que d'être un peu en anticipation de tout cela. Alors vous avez évoqué la question de l'ergonomie. Je crois que dans la salle, on a 2 ergonomes qui participent au projet. Est-ce que l'un d'eux peut peut-être nous dire un peu comment il envisage les choses par rapport à ces nouveaux lieux de corpo working? C'est mieux peut-être pour les auditeurs. Julien Falgueras et Jean Julien, donc de Emma. Et de Ergonova. Je te laisse te présenter. Ouais, donc Julien Falgueras, Ergonova. Ce que je peux dire pour compléter, c'est qu'on parle là beaucoup de lieux, on parle de télétravail, et finalement on oublie le travail qui est finalement le fondamental. Et on parle souvent des gens qui télétravaillent, qui sont à distance, et on oublie finalement ce qui reste dans l'entreprise et qui se trouve eux aussi forcément à distance de ceux qui ne sont plus là. Donc c'est pour ça que ça questionne le travail dans son ensemble. Donc l'approche qu'on veut avoir, c'est se dire on n'est pas juste pour faire un lieu, mais on va essayer de savoir qu'est-ce qui fait
performance dans le travail. Donc, on vous en a entendu parler de management, de collaboration, de coopération. Qu'est-ce qui change finalement et que l'on doit adapter pour qu'une fois qu'on a des gens qui se retrouvent mis dans des endroits différents, c'est-à-dire on dématérialise un peu les liens du travail, la performance de la boîte soit toujours la bonne, et à la fois en termes économiques, à la fois en termes de santé, etc. Donc c'est un peu ça la spécificité, on va dire, peut-être de cette approche-là, où on va chercher à expérimenter en venant reprendre finalement l'approche globale du travail et pas seulement de regarder comment on aménage un lieu de travail avec un bureau, avec des services à côté, etc. Donc c'est ça qui fait que ça fonctionnera et c'est ça qui, enfin, c'est l'objectif de l'expérimentation que l'on lance, quoi. Merci. Alors, on va passer la parole pour conclure à Michael Pinault. C'est la vision justement utilisateur finalement, hein, que vous apportez. Donc, vous êtes, je le rappelle, administrateur mandaté au sein du comité régional d'action de logement, représentant de la CFDT. Pour vous, quels sont les enjeux de ce type de structure et comment finalement un représentant du personnel envisage ce type de dispositif? Bonjour. Bon, je ne suis pas représentant du personnel et je ne suis pas là à ce titre. Mais effectivement, dans la démarche qu'a présentée François Magne et dans les deux interventions avant, moi, je trouve ça très intéressant d'avoir des bons exemples d'entreprises qui réfléchissent à des accords, qui sont dans un dialogue social avec les salariés. Parce qu'effectivement, ce n'est pas forcément toujours le cas, hein. Le Covid a été un accélérateur, comme le soulignait François, mais ça a également été parfois une rupture où le dialogue social, en fait, on y a pensé après, parce que ça n'avait pas été anticipé forcément. Et si effectivement il y a des choses positives qui émergent, il y a également eu des difficultés, il faut pas le nier. Et donc le télétravail imposé, c'est compliqué. Ça développe également des grandes inégalités sociales. Donc ça, on en est conscient. Et donc au niveau du CRAL, donc qui est au niveau d'Action Logement, donc le CRAL, c'est la gouvernance régionale. On a cette chance effectivement d'avoir déjà d'une part, je le dis parce que François ne peut pas le dire, une équipe de direction régionale très très proactive sur cette question. Et donc ça, on a cette chance-là parce que c'est le sujet qui est porté par Occitanie et du coup, j'espère, va essaimer à l'échelle nationale. Il y a pas eu, on n'en a pas parlé tout à l'heure, mais il n'y a pas eu d'autres projets sur d'autres régions sur ce type de concept, c'est ça? On est plutôt pilote. D'accord. On est pilote et on est même repris par le professeur qui parlait tout à l'heure. Le concept de co-working, effectivement, est quelque chose qui a été... Donc c'est vraiment, voilà, c'est un sujet qui est complètement, qui a été porté par Action Logement d'Occitanie. Et donc, le fait d'être en organisme paritaire, ça permet effectivement d'aborder complètement frontalement et la dimension sociale et la dimension économique, donc avec les partenaires sociaux, avec les organisations patronales. Et donc, ce sujet-là, en fait, on est complètement effectivement dans l'ADN d'Action Logement, puisqu'en gros, on est sur le lien entre le logement et le travail. Donc, du coup, on a imaginé ce troisième lieu. Et donc, ce troisième lieu, pour faire le lien avec le dialogue social qui peut se faire et qui est plutôt une très très bonne chose, eh bien, on se pose également la question de quelle manière en fait on peut réorganiser ce dialogue social, la prise en compte qui avait été déjà négociée dans les entreprises au sein de cet espace-là. Donc c'est vrai qu'on est sur un travail de longue haleine, on a encore pour plusieurs mois de travail, on a fait une enquête en direction d'une dizaine d'entreprises et à chaque fois effectivement ça nous intéresse d'aller écouter tant la DRH que les moyens généreux, que les directions générales, mais également effectivement évidemment les salariés, parce que les salariés n'ont pas tous vécu le télétravail de la même manière, et que le fait d'imaginer un concept de corpo working, c'est également une manière de les extraire de chez eux, parce que dans les inégalités, il y avait également aussi les inégalités entre les hommes et les femmes. Hein. Je pense que ça a accentué en fait les déséquilibres qu'il y a notamment au niveau des tâches domestiques. Et puis ça permet également de retrouver du lien social. Ça a été dit, je crois, dans plusieurs tables rondes. Ça, c'est essentiel. Ça permet également de réinterpeller aussi les conditions du management. Donc ça aussi, il y a tout un tas de sujets en fait qui doivent être pensés. Donc il y a des accords effectivement à l'échelle d'entreprise qui les intègrent. Il y a un accord national. Enfin, il n'y a pas un accord national. Il y a une autorisation de discussion. Donc on n'en est qu'aux prémices.
qui va être fait, donc peut-être qui va déboucher sur un accord national interprofessionnel. Qui vise à modifier l'accord national interprofessionnel de 2005, qui est la base, le socle Oui. du télétravail en France aujourd'hui. Comme on le dit, à un moment donné, le monde change très vite. Le Covid a permis de vérifier en fait que le télétravail, c'était pas forcément une mauvaise chose, qu'effectivement, le dirigeant de Scopelep le soulignait. La question de la confiance, mais moi j'ajoutais aussi la question de la bienveillance aussi dans le travail est importante. Lorsqu'on parle de productivité, faut aussi mettre à côté les conditions de qualité du travail et donc voir comment est-ce qu'on organise tout cela. Il y a également aussi une dimension qui est importante et je ferai écho à ce que disait en introduction le professeur Moreno, on est effectivement sur une crise systémique qui est très importante. Le Covid, c'est peanuts par rapport aux enjeux qui sont devant nous. Eh bien, effectivement, il faut trouver effectivement des solutions systémiques à ces problèmes. Et c'est vrai que le fait de repenser le territoire, il y a quand même aussi un enjeu de peut-être démétropoliser aussi le territoire. Donc à un moment donné, on voit bien qu'on est sur des systèmes urbains du troisième âge. À un moment donné, il faut repenser complètement les choses. Action Logement a commencé concrètement à le faire avec ces dispositifs cœur de ville. Imaginez des espaces de corpo working plus proches des salariés qui ont fait le choix aussi de vivre un peu à l'extérieur. Ça permet aussi de redynamiser nos territoires. Ça permet aussi peut-être aussi de repenser la mobilité, notamment, pourquoi pas aussi la mobilité ferroviaire. Il y a des vrais sujets là aussi en Occitanie. Et donc, ça permet aussi, effectivement, comme le disait le professeur Moreno, d'imaginer un nouveau récit sur le territoire, sur les conditions de travail, sur les conditions de vie, et puis également de diminuer, parce que ça c'est un enjeu très important, l'empreinte carbone des entreprises. Ça c'est un vrai sujet, donc à peu près à 2-3 jours par semaine où le salarié ne prend pas sa voiture ou prend son vélo ou alors va faire 5-10 km au lieu de passer 1 heure dans les bouchons, c'est vrai que là-dessous il y a une bonne opération environnementale également qui est réalisée. Apparemment, à condition de ne pas trop utiliser la visio, puisque j'ai lu ce matin une étude qui disait que la visio était par contre assez délétère pour les questions d'environnement en situation de télétravail. Mais alors, je sais que c'est peut-être pas le lieu là, de cette semaine du numérique, mais la question de la 5G est une vraie question qu'on peut se poser. En tout cas, je pense qu'il y a des places sans OGM. Je pense qu'on peut imaginer des corpo working sans 5G aussi. C'est possible. L'avis des salariés là-dessus, puisque vous avez fait des enquêtes auprès des entreprises, mais ce qui est intéressant, c'est qu'aujourd'hui, on a plus de 90% du télétravail qui se passe quand même à domicile. Est-ce que pour vous, les salariés sont prêts à utiliser d'autres types de lieux que le domicile, finalement ? Alors, nous, on a des retours qui sont très différents selon les salariés, selon les types d'activités, selon les entreprises et selon aussi la qualité du dialogue social. Il est clair que dans une entreprise où le dialogue social n'est pas top, on va leur dire on vous sort du chapeau quelque chose de nouveau. Donc là, forcément, il peut y avoir un raidissement. Et en gros, c'est qu'est-ce qu'on va perdre ? Ok, vous nous dites, vous allez nous offrir quelque chose, mais qu'est-ce qu'on va perdre ? Il y a également des salariés qui se sont épanouis dans leur télétravail. Donc il y a vraiment un tas de choses différentes. Mais on s'aperçoit quand même que le fait d'encadrer les choses, j'ai un exemple très concret, on a eu beaucoup de retours de problèmes de TMS, de problèmes de salariés qui ont eu mal au dos. Parce que, oui, je veux dire... Autant à l'entreprise, c'est un minimum légiféré pour avoir quand même des conditions de travail qui soient acceptables. La chaise dans la cuisine ne correspond pas forcément aux normes que le salarié pourrait retrouver dans son entreprise. Donc, il y a tout un tas de... C'est vraiment très, très différent. Mais par contre, ce qui est important, c'est de voir de quelle manière, dans la négociation, on peut trouver des contreparties, effectivement, pour pouvoir avoir cet espace-là. Mais d'une manière générale, le fait de garder un lien avec l'entreprise, le fait d'extraire, même si c'est à 1 km, 100 mètres ou 10 km, je pense que c'est une bonne voie, tant pour le salarié qu'effectivement pour l'entreprise. Et est-ce que vous avez l'impression que le confinement, finalement, a fait évoluer la vie des salariés sur ces questions-là, c'est-à-dire sur la question du lieu de télétravail ? Je crois que la première chose qui ressort, c'était effectivement la qualité de ne pas subir la mobilité entre le logement et
et l'entreprise. Après, il y a des situations effectivement qui sont difficiles à gérer parce que c'était une première, mais la question du management est importante, la question effectivement du droit à la déconnexion, c'est également un élément important. Et puis, il y a eu des surcharges de travail également. Donc, à un moment donné, il faut aussi apprendre à gérer tout cela. Et je pense que le lien social, le fait de pouvoir sortir, de pouvoir voir aussi des collègues de travail, ça permet également de se gérer, je dirais, de gérer son stress, de gérer tout cela de manière beaucoup plus profitable que si effectivement on reste tout seul chez soi. Ok. Est-ce qu'il y aurait quelques questions éventuellement avant de conclure, hein, monsieur? Oui. Moi, ce n'est pas une question, c'est une remarque, parce qu'il y a plusieurs fois, il a été dit que le Covid a favorisé la mise en place du télétravail. Pour moi, ce qu'on a vécu au moment du télétravail, c'est pas, enfin, au moment du Covid, pardon, c'est pas du télétravail, c'est du travail forcé à distance. Travail déporté. Travail déporté, je suis d'accord. On n'était pas dans des conditions de télétravail. Parce que travailler avec les enfants, travailler dans des situations stressantes, tout ça, c'est pas des conditions de télétravail. C'était juste une remarque. Tout à fait judicieuse. C'est vrai qu'il y a le télétravail subi, le télétravail choisi, et on n'est pas du tout dans le même mode d'organisation. Oui, juste sur ce point-là, je pense qu'effectivement, on peut plus parler de travail déporté que de télétravail, puisque le télétravail répond à un certain nombre de normes et que tout s'est fait quand même dans une assez grande rapidité, pour ne pas dire précipitation, qui n'ont pas pu effectivement remplir l'ensemble des dispositifs. Le point sur lequel je vous rejoins, et c'est pour ça que nous avons aussi, nous, construit cette initiative, c'est que je pense que la plus forte des inégalités, elle est également dans le logement. Nous sommes pourvoyeurs du logement social. Donc nous attribuons quelques milliers de logements tous les ans à des salariés. Nous sommes payés pour savoir qu'ils ne disposent pas de la petite pièce nécessaire pour pouvoir télétravailler chez eux tranquillement et autres. De la même manière, les entreprises nous disent, nous, ce qu'on aime bien, c'est que le salarié se mette en situation de travail, ce qui veut dire se lever le matin, s'habiller pour aller travailler et sortir de chez soi finalement pour aller travailler. Et c'est là la solution qui permet de remplir finalement les deux contraintes. C'est-à-dire que quelque part, vous sortez, mais vous traversez la rue où vous faites, comme on le disait, les fameuses 15 minutes dont on parlait en mode doux de transport pour aller effectivement travailler. Ça n'a rigoureusement rien à voir avec l'idée de souffler en disant je vais me taper 1 heure de bouchon pour aller bosser. Donc la vision, elle est tout à fait exacte sur cet aspect-là des choses, et c'est pour cela que face à cette inégalité qu'on ne pourra de toute façon pas résoudre, on propose, nous, cette solution qui nous paraît plus adaptée. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Non? Moi, j'aurais juste Oui, rajouté, allez-y. on a souvent entendu inégalité. C'est un point que je n'ai pas mentionné et qui, nous, aujourd'hui, dans les risques qu'on a identifiés, est central. Dans notre accord, ce qu'on regarde en ce moment, c'est attention à ceux qui ne pourront pas bénéficier en effet du télétravail. Et on a déjà eu des retours comme ça. Et eux, finalement, quels sont les avantages qu'ils vont en tirer? Avantages aussi d'un point de vue personnel. Hein. Donc, il y a un sentiment d'inégalité qui s'installe. C'était une des questions qui avait été posée tout à l'heure. Et notamment l'ergonome qui est intervenu, Ouais. de manière plus conceptuelle, en disant finalement c'est la relation que je dois aussi maîtriser. Ça, à mon avis, c'est fondamental aussi pour les années futures. C'est-à-dire que cette inégalité, il va bien falloir la gérer. Et ceux qui restent en effet sur place, qu'on parlait tout à l'heure d'opérateurs d'usinage ou autres, en effet, eux, et de quoi, parce que c'est quand même un avantage quand même pour tous ceux qui pourront bénéficier, mais pour les autres, quels sont les avantages qu'ils vont en tirer? Donc voilà, donc ça, il faudra faire attention. Après, je voulais juste faire comment dire, une suggestion ou une remarque. J'entends parler aussi, pour avoir discuté avec la région, qu'en fait, on impose souvent l'hypothèse suivante qui est, si on veut que ça marche, ces tiers-lieux, pardon, il faut que d'un seul coup, si je peux le dire comme ça, nord, sud, est, ouest, autour de Toulouse, il faut qu'il y ait des lieux d'un seul coup qui arrivent, parce que sinon il y aura encore un sentiment d'inégalité, c'est-à-dire qu'on a bien équipé l'est, mais on n'a pas équipé l'ouest, donc Thalès ne voudra pas mettre des gars là-bas, donc arriver à ce que tout naisse d'un seul coup comme ça, etc. Je le souhaite. Mais voilà, je pense que la probabilité, elle est quand même faible. Donc je pense qu'il ne faut pas hésiter à chercher des pilotes, comme vous l'avez dit, hein, des chantiers vitrines, enfin je ne sais pas comment vous avez dit, c'est des vitrines. À part voilà. Et là, je fais de la pub, mais je vous invite à aller voir Revel si vous ne l'avez pas déjà fait.
Parce que, pourquoi je dis ça? Parce qu'il y a 2 programmes, je termine juste là-dessus, il y a 2 programmes qui sont importants, qui peuvent être couplés avec, à mon avis, ça. C'est Action Cœur de Ville. Action Cœur de Ville, c'est un programme de l'État qui subventionne certains projets pour dynamiser centre-ville. Financé par Action Logement. Ouais. Absolument, super. Et puis deuxième chose, il y a Territoire d'industrie, dont Revel aussi fait partie, et qui peut bénéficier énormément d'argent. Voilà. Et donc, à mon avis, ça serait intéressant. Peut-être qu'on travaille ensemble, hein, mais à mon avis, Revel peut être un pilote qui peut tirer un peu toute la caravane. Voilà, des partenariats se sont noués pendant cet atelier, c'est magnifique. Hein. Donc je reprendrai juste ce que disait Carlos Monterino tout à l'heure, hein, construire une nouvelle manière de travailler. Kevin Carillo disait une nouvelle culture du travail. Finalement, ce qu'on cherche à faire, c'est peut-être un peu ça. Hein, c'est à la fois de changer notre façon de vivre et notre façon aussi de travailler. Voilà, on conclura sur ces bons mots. Merci de votre participation. Merci à vous.